juge la sagesse d'un homme à la seule mesure de ce qu'il accomplit, et nul discours rhétorique, aussi ingénieux soit-il, ne peut ni ne doit influencer le jugement d'un homme averti et juste. Cantique obalien, chapitre 23, psaume 215. La salle d'audience du castel du Conseil de l'Alliance crépitait du bruit des conversations qu'entretenaient les seigneurs des baronnies et leurs aéropages de conseillers. Sous la voûte boisée du dôme central, plus aucune place n'était libre. On aurait dit un véritable conseil de guerre. L'émissaire impérial apparut, surgissant de derrière une haute colonne. Il portait une tunique de voyage de couleur sable qui descendait jusqu'à ses genoux, ne laissant apparaître que le bas de son pantalon de cuir et ses bottes crottées par le voyage. Son visage était recouvert d'un masque de cérémonie peint, comme le réclamait la coutume. Il marcha jusqu'au pupitre de marbre qui faisait face à l'assemblée. La gravité de ses pas intimait le silence. Tous les regards se tournèrent dans sa direction lorsque, d'une main gantée, il déroula un long parchemin qui touchait presque le sol. Après quelques formules de politesse protocolaires qui finirent de capter l'attention du public, l'émissaire au masque placide se racla la gorge. « Son Altesse, l'empereur Sénag, m'envoie pour vous apporter des nouvelles. Il a bien conscience que votre distance avec la capitale vous confère un statut particulier. D'ailleurs, depuis le départ il y a bien des années des légions impériales, vous avez maintes fois eu la preuve de sa volonté de préserver à votre province quelques privilèges au sein de l'Empire. Bientôt la mer intérieure va se charger de glace, comme chaque hiver, et vos baronnies vont connaître la saison de l'isolement. Une période qui rythme chaque année et qui vous isole encore un peu plus pendant les quelques mois hivernaux. Le trirème continuera d'affréter quelques vaisseaux volants pour éviter les pénuries, mais la plupart des échanges autour de votre mer intérieure seront momentanément interrompus. Dans la partie de l'hémicycle réservée aux maîtres marchands du trirème, le silence se fit encore un peu plus pesant. Voilà bien des précautions oratoires pour de simples banalités qui se répètent depuis des siècles et qui n'émeuvent plus personne. Il y a fort longtemps que les peuples de l'Alliance ont appris à fonctionner avec cette autarcie hivernale. L'envoi de cet émissaire impérial devait certainement avoir d'autres motivations plus pernicieuses. L'émissaire reprit. « Mais trêve de politesse, venons-en au motif réel de ma visite parmi vous. Son Altesse Sénag désirerait ardemment que les fouilles des anciennes colonies reprennent, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'empereur pense en effet que les bâtiments noyés sous le sable n'ont pas encore livré tous leurs secrets. En conséquence, il vous informe de la venue prochaine de l'inquisiteur Arène, qui débarquera sous vos terres, accompagné de soldats pour assurer sa protection et d'un petit contingent d'archéologues. Vous serez donc contraint de les accueillir avec le respect qu'ils méritent, et vous devrez veiller à ce que tout soit fait pour faciliter leurs investigations. » Un murmure fit tressaillir l'auditoire avant de se perdre dans les poutres du dôme et de disparaître comme il était survenu. Dans les allées arquées de l'hémicycle, des regards éperdus se croisèrent. Certains trahissaient la surprise, d'autres l'agacement, mais tous préfiguraient certaines craintes. Depuis le départ des troupes impériales il y a 2 siècles, jamais l'empereur ne s'était soucié de ce qu'il adviendrait des 7 baronnies qui formaient l'Alliance. Leur destin semblait avoir été séparé à tout jamais de celui de l'Empire obalien. Les peuples de la province ne s'en plaignaient pas, car ce statut particulier leur conférait une totale autonomie, tant qu'ils continuaient de verser leurs taxes dans les caisses impériales. Ce brusque revirement était inquiétant, et ses implications politiques certainement lourdes de conséquences. Parmi les baronnies, le degré de conformité avec la pensée impériale variait grandement. Certains seigneurs se conformaient scrupuleusement aux coutumes et lois, d'autres, plus hardis sans doute, avaient appris à prendre quelques distances avec tout cela.
Le manque total de contrôle depuis le départ des dernières légions impériales et le désintérêt affiché par Sénag pour ces terres lointaines avaient favorisé les interprétations divergentes quant à la marche à suivre pour ces baronnies autonomes. Un rayon de soleil de fin d'automne filtrait à travers le vitrail principal de la salle d'audience que venait de quitter l'émissaire impérial. Le soleil frappait l'énorme bouclier accroché derrière le pupitre de marbre sur lequel étaient peints les blasons des 7 baronnies, symboles de l'Alliance. Depuis le départ du messager, l'auditoire transpirait l'excitation et la résignation. Certains seigneurs s'étaient regroupés en petits cercles pour chercher à évaluer les implications de l'annonce de l'arrivée d'un inquisiteur dans la province. Les représentants du trirème, plus pragmatiques, avaient déjà regagné leur bâtiment commercial sur le port de Sigarta et, depuis leur vaste balcon qui ouvrait sur la mer, s'interrogeaient sur les perspectives et les meilleurs moyens de se mettre en ordre de marche pour faire face à ce caprice du destin sans renoncer à leurs privilèges ni ronger leurs bénéfices. Ingvald prit la parole devant ses pairs, le sourcil grave. Nous devons nous préparer au plus vite et recouvrir de sable les salles que nos hommes viennent de mettre à jour. C'est le seul moyen d'échapper au courroux impérial. Si l'inquisiteur et ses hommes apprennent que nous avons mené des recherches et déterré des choses sans en avertir l'empereur, je ne donne pas cher de l'avenir du trirème. Eh bien, en voyant quelques-uns de nos meilleurs éléments là-dessus, lâcha un marchand ventripotent, engoncé dans une robe trop serrée pour épouser convenablement ses formes généreuses. Je m'en charge immédiatement, Lyanel. N'ayez crainte, tout sera fait rapidement. J'y compte bien, Ingvald, car je me rappelle que cette idée de fouille intempestive était la vôtre, ajouta Lyanel en portant à sa bouche une cuisse de poulet graisseuse. Si une tête doit tomber, je vous passe les détails. Ingvald ramena sa longue cape derrière son dos et traversa la salle en direction de la sortie. Pendant un instant, il sentit une douleur fantôme lui lacérer le cou. Son échine trembla nerveusement alors qu'il faisait claquer ses talons avec vigueur contre le plancher de la salle des marchés. L'ensemble des dignitaires continua son conciliabule avec application. Il n'était pas question de mettre en péril le trirème avec cette affaire-là. Une fois les ruines recouvertes, il pourrait tout aussi bien se passer des années avant que l'expédition impériale ne découvre la supercherie. Avec une météo défavorable et quelques tempêtes de sable ou de neige, il se pourrait même que l'inquisiteur à Rennes ne découvrit jamais rien. « Et la couronne ?» demanda un grand homme dont le front était barré d'une profonde cicatrice. « Nous la placerons dans le coffre de la crypte. Impossible de nous en séparer tant qu'elle ne nous a pas livré tous ses secrets, » s'étouffa Lyanel en crachant un bout de peau de poulet sur la table. « Bien, maître, » acquiesça le grand homme en baissant le front avec déférence. « Il sera fait selon vos désirs. »« Ah, que l'on surveille dans les jours prochains les agissements d'Ingvald. À la moindre suspicion, il ne faudra pas hésiter à nous passer de ses services. » Les dignitaires parurent surpris, et après quelques secondes de silence, l'un d'eux prit la parole pour lancer d'une voix timide et monocorde « Il s'agit de votre cousin, Laniel. » J'ai pour habitude de ne jamais mêler les affaires et le pathos. Ce précepte m'a toujours réussi, jusqu'à ce jour, et j'entends bien continuer à le respecter. L'affaire est entendue, maître. Laniel, d'un geste désobligeant, projeta sa cuisse de poulet dans le plat et quitta la salle des marchés, abandonnant les autres dignitaires à leurs réflexions. Agitant les bras au-dessus de sa tête, avant de franchir la porte, il ajouta « Qu'on m'apporte le livre des comptes et les rapports sur l'avancée des opérations de provision pour l'hiver à venir. Je serai dans ma serre et je souhaite n'être dérangé sous aucun prétexte. » La délégation du calife Narsen fut la seule à choisir de quitter Sigarta le jour même pour regagner Ankoé, sans même envisager de coordonner quoi que ce soit avec les autres membres de l'Alliance. La menace de subir à nouveau le joug impérial n'avait pas suffi à effacer les brouilles et les querelles qui avaient entaché ses relations avec les autres baronnies. Le calife était un homme pointilleux et rancunier, à la tête d'une armée vaillante qui lui permettait de ne craindre rien ni personne.
De plus, sa suffisance naturelle lui interdisait toute forme de compromis. Le fait que la plupart des ruines antiques se trouvaient perdues dans les sables moites de sa baronnie entrait également certainement en ligne de compte dans ce choix de s'interdire présentement toute forme de diplomatie amicale avec les autres seigneurs. Oumnarsen n'était plus qu'un simple seigneur. Il était le calife de Lankoé. Pour ses sujets, il représentait l'être suprême, élu par les divinités pour mener son peuple. Un rang qui exigeait beaucoup plus de détermination que d'abnégation. Dès la tombée de la nuit, les 30 chameaux de sa délégation et leurs cavaliers enturbanés jusqu'aux yeux mirent le cap sur le Grand Est dans la fraîcheur du crépuscule. Dans la nuit qui suivit, les autres seigneurs demeurèrent jusque très tard dans la salle d'audience où un copieux dîner leur fut servi par les serviteurs almariciens. Le castel du conseil se trouvant dans la capitale almariste depuis toujours, les locaux avaient l'habitude de veiller à l'intendance pour chaque visite de leurs alliés. Personne ne sembla s'émouvoir du départ précipité de la délégation du calife, comme si la chose eût été prévisible. Les prêtres d'Osmoran profitèrent de la collation pour excuser l'absence de leur leader religieux, l'obséquieux Irwan Carlotte, qui d'habitude ne manquait aucun conseil officiel, mais se trouvait momentanément tenu à la chambre pour des soucis de santé qui rendaient tout déplacement impossible. Comme à leur habitude, les guerriers du Tangrul, sous l'égide du Sark Oban X, vantèrent leurs forces militaires et assurèrent qu'en cas de conflit avec l'Empire, aucune lance ne manquerait à l'Alliance pour faire face. Une perspective grotesque et irresponsable qui fit naître sur les visages des mages du Maliandre une collection de sourires ironiques à peine dissimulés. Les plus craintifs et les plus tourmentés par la récente nouvelle étaient sans doute les marchands de Pechingre. L'hiver signifiait déjà un manque à gagner considérable qui risquait d'être encore aggravé par la venue de l'inquisiteur à Rennes et de ses soldats impériaux. Un peu avant l'aube, un compromis fut ratifié par l'ensemble des délégations présentes. Un accord qui exemptait le peuple des marchands de sa part de taxes pour la période où les impériaux reprendraient leurs fouilles archéologiques, sous réserve que les 10 marchands continuent de fournir les denrées de base nécessaires à la survie des habitants des 7 baronnies pendant la même période.